Hey, bonjour à tous, c'est Pablo Mira, saltimbanque, funambule. Funambule, je pense pas que ce soit le bon mot. Facétiteur, ça c'est pas mal. Pour un nouvel épisode de 168. 168, le nombre d'heures qu'il y a dans une semaine. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé lors de cette semaine. Alors c'est fouillis, hein. Vous le savez, hein, je prépare peu ce format-là. Je note juste les thématiques que je veux aborder. Donc là, j'ai 5 thématiques. C'est un gros bordel. Visiblement, c'est une semaine un peu chaotique. Un peu, voilà, il y a très peu d'ordre, hein. On n'est pas dans une compagnie de CRS. On est aux francopholies. Je voulais vous parler en premier lieu de la ville, pas où j'habite, parce que j'habite en banlieue parisienne, techniquement, mais ma ville, voilà, ville de cœur. Paris, hein, Paris, Paname, hein, Paname la douce, Paris l'insoumise, que je commence voilà, à réapprivoiser, parce que je ne sais pas si je l'avais déjà évoqué dans un épisode précédent de 168, je me suis fâché avec la ville de Paris. Je me suis fâché en sortie de premier confinement, là, juin 2020. J'étais en colère. Je l'ai redécouverte, elle était fatigante, elle était pénible, il y avait trop de monde, j'avais plus envie. J'avais envie de vivre en bord de Loire, pour tout vous dire, ou au fin fond des Landes, entre deux arbres déracinés. Voilà, c'est ça que j'avais envie, ce dont j'avais envie il y a un an. Et je suis resté fâché quasiment un an. Et là, je suis en train de peut-être changer mon fusil d'épaule, expression à l'ancienne, parce que je ressors un petit peu sur Paris. Là, il y a une envie de sortir le soir, avec le couvre-feu qui se détend. Il y a une envie de faire des terrasses. Il y a une envie de se faire des restos. Il y a une envie de boire des coups. Il y a une envie de se balader le soir après 21h. Donc, je suis en train de redécouvrir cette ville qui, je suis obligé de le dire, a quelque chose de magnifique. En plus, là, bon, l'été arrive, hein, les femmes sont... ouais, ouais, voilà, vous aurez compris. Mhm. Non, mais il y a de l'ambiance dans les rues. C'est un peu festif. Les gens ont envie de s'amuser. On sent les gens ont envie de vivre, hein. Voilà, ça a des rapports sexuels non protégés. Ça fait plaisir. Non, et donc la ville est animée. La ville est festive. Il y a une légèreté. C'est agréable. C'est agréable, hein. La ville de Paris est quand même, hein, je suis passé par deux, trois rues ce week-end, hein, au moment d'un apéro. Bon, bah voilà, il y avait une belle énergie, il y avait une belle atmosphère, un truc un peu suintant parce qu'il faisait chaud quand même, hein, et un truc un petit peu bruyant aussi, mais il y avait quelque chose d'assez agréable. Et paradoxalement, mes amis, la ville de Paris est en train de redevenir l'enfer que c'était. Ça va avec, hein. Ça dépend des moments, ça dépend des endroits, ça dépend des quartiers, ça dépend de dans quelle énergie on est. Mais oui, il y a un truc sympa dans Paris, mais il y a un truc infernal. Rendez-vous, je sais plus quand, jeudi peut-être. Jeudi, je déjeune dans je crois, 11e, vers Gare de l'Est, dans une rue, petite rue, rien de spécifique, une petite rue. Trois fois des gens qui s'insultent. Trois fois des gens qui s'insultent à base de ah, va bien manger tes morts, sale chien, ce genre de choses. Voilà, on était sur, sur une belle ambiance. Ça klaxonne, ça se bagarre, ça parle très fort. Donc la ville de Paris est quand même assez invivable. Elle est un peu festive, un peu légère en ce moment parce que l'été et le déconfinement arrivant, voilà, il y a encore ce truc-là. Mais quand tout ça, ça se sera calmé, ça va redevenir un asile de fous à ciel ouvert. Non, il y a un truc qui va pas avec Paris. Moi, ma théorie, c'est que la ville de Paris, Lutèce, comme on l'appelait, a été construite sur un ancien cimetière indien. Et pour moi, c'est la seule solution. Pour moi, il y a un truc, les catacombes peut-être, hein. Peut-être que les crânes, hein, qu'il y a dans les catacombes dégagent des ondes de seum qui rentrent dans les gens et ce qui font que les gens ont le seum à Paris. Je vois pas d'autres explications. Alors il y a peut-être le fait que, évidemment, c'est un calvaire en termes de transport, qu'on est beaucoup trop nombreux dans une, dans une si petite ville. Il peut y avoir des facteurs comme ça qui ont l'air logiques et concrets, mais auxquels j'accorderais quand même peu de crédit. Mais donc Paris devient compliqué. Alors oui, une terrasse, ça peut permettre de décompresser. Sauf qu'à un moment donné, en terrasse, au bout de 30 secondes, on voit apparaître sur un menu ces deux mots. Ces deux mots qui sont pour moi comme un synonyme
d'échec de la civilisation. Ce sont les mots planche mixte. La planche mixte, hein, qui est l'équivalent de l'hostie pour le bobo parisien, c'est important. Une planche mixte chaque semaine. Alors, c'est pas forcément le dimanche matin, voilà, mais une planche mixte par semaine, sinon tu n'es pas parisien. C'est important. Parisien, tendance bobo. Mais il y a un problème avec la planche mixte, hein. Parce que les autres planches ne sont pas aussi adulées. La planche simple de charcuterie ne l'est pas. La planche de fromage pur ne l'est pas non plus. La planche mixte, je pense que c'est un indicateur de est-ce que tu fais vraiment partie de Paris ou pas, quoi. Si tu prends pas une planche mixte, c'est à 50 ans, c'est que voilà, tu mérites plus d'aller sur le périph. Je pense que dans l'esprit des Parisiens, c'est ça. Non, mais je pense que, en vrai, plus sincèrement, je pense que c'est un indicateur culturel, ce truc-là. Alors oui, c'est sympathique gustativement, mais c'est généralement souvent beaucoup, 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 beaucoup trop cher pour ce que c'est. En sachant que la planche mixte, voilà, est l'équivalent de l'hostie et l'équivalent du vin de la messe pour un Parisien bobo, c'est le spritz, hein, l'apérole, ce genre de choses. Ça, on en prend une fois par semaine, pareil, hein, voilà, comme un petit rituel, quoi, petit rituel religieux, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Ah bah, ça a un lien avec Paris, hein, parce que c'est quand même un type de... Alors, on voit ça partout en France, mais à Paris, il y en a un peu plus que les autres. Des mecs bourrés dans l'espace public. Évidemment qu'il y en a d'un... Bon, bah, à Lille, on appelle ça des Lillois, quoi. Mais ils sont revenus. Ça faisait plus d'un an que je les avais pas vus. Oui, ça faisait un an et j'avais oublié qu'il y avait ça aussi dans Paris. Moment délicat, je vous le raconte, hein, ça s'est passé hier soir. On rentrait de soirée avec Mamour dans le métro, pop. On est posé, il y a du monde, il fait chaud et tout. Et là, il y a un mec qui arrive, un mec bourré, mais alors qui était avec sa nana ou je sais pas quoi, ou sa sœur nana. Peut-être il se tapait sa sœur, je sais pas. Et les deux étaient bourrés, mais le mec était beaucoup plus bourré. Et il était en mode. Comment il s'appelle le barde dans Astérix? À chaque fois, j'oublie le nom. Et il était en mode là, à faire du lyrisme à 2 balles. Genre, j'ai lu deux Alexandrins dans ma vie. Et il faisait un peu chier les meufs, quoi. Et il a commencé à faire chier ma compagne, un petit peu. Et moi, j'étais gêné. J'étais gêné parce qu'en fait, il était pas lourd en mode Harvey Weinstein, Dominique Strauss-Kahn qui sort de la douche au Sofitel. Non. Mais il insistait un peu et ma meuf, je sentais que ça faisait chier. Donc je disais à Mamour, quand tu veux, j'interviens, hein. Je suis là, il y a une soupe de phalange qui peut débarquer à n'importe quel moment. Elle me dit non, non, ça va aller. Mais je sentais que ça faisait chier. Et le mec, il insistait. Et il a fallu mettre un coup de pression façon mal alpha. Je suis parti vers 120, 130 décibels. Hein, j'ai pris une musicalité qui n'est pas celle de 168, je vous le dis tout de suite. On est passé en mode bagarre, Lopez du 63. Et il a fallu, et le mec s'est calmé, mais il a fallu lui mettre un énorme coup de pression. Et c'est-à-dire qu'il ne voyait pas. Ça m'a sauté aux yeux. J'ai compris que les mecs bourrés au fait, dans l'espace public, mais globalement, hein, les mecs bourrés au fait, ils ne perçoivent pas la réalité de leur nuisance, de à quel point ils dérangent les gens. Je crois qu'ils ne le voient pas, vraiment, ils ne le perçoivent pas, parce que j'ai l'impression que le mec ne percevait pas à quel point il dérangeait les gens autour de lui. Et je me suis dit, en fait, des mecs bourrés, ils ont le même rapport au monde que des gars qui ont un casque de réalité virtuelle, de VR, sur le crâne. Ils seront là, ils sont dans leur réalité à eux, ils voient autre chose, et ils ne voient pas qu'ils peuvent, s'ils s'avancent trop, percuter quelqu'un, ou s'ils reculent, et voilà. Ils ne voient pas les conséquences de leurs actes dans la tête, dans les yeux, dans les visages des gens en face. Et donc, parfois, il faut un peu gueuler pour leur rappeler qu'il y a un autre monde au-delà du casque de la réalité virtuelle de l'alcool. Voilà, mais ça a été un moment plutôt désagréable, mais j'avais oublié que ce genre de choses existait. Bref, qu'est-ce que je voulais évoquer avec vous aussi? Ah oui, oh là, ça c'est un vrai truc. Je sais pas si vous avez su ça, si vous avez vu passer l'info. Moi, ça m'a sauté aux yeux parce que je suis allé faire un petit tour sur Amazon, je regardais les classements de bouquins, ce genre de choses, voir ce que les gens achetaient et tout. Et énormément de mangas. Énormément de mangas. Alors pourquoi énormément de mangas? Passe Culture, les amis. Les 300 euros. Il y a énormément de jeunes. Je sais pas à quand commence jeune et quand finit jeune, ça j'en sais rien. Mais il y a beaucoup de jeunes. Voilà, j'ai pas d'autres mots, hein. Débrouillez-vous. Qui utilisent leur Passe Culture pour acheter 10, 15, 20 volumes de mangas.
du One Piece, du Naruto, de l'Attaque des Titans, du Jujutsu Kaisen, ce genre de choses. Et moi, j'étais content. J'étais content parce que je me suis dit, ah ouais, bah voilà. Peut-être que le manga, bon, alors, c'est pas non plus une culture très très marginale, hein, le manga. C'est quand même assez connu et sur le marché, ça représente quelque chose. Mais voilà, je trouve que ça n'a pas la place que ça devrait avoir dans le champ culturel. C'est encore beaucoup étiqueté soit enfant, soit geek, soit enfant geek. Et moi, les mangas, c'est ma culture, mais comme énormément de gens qui sont nés dans les années 80 et qui ont bouffé du Club Dorothée en guise de divertissement les mercredis matins et tout. Et donc les dessins animés, c'était du manga et les bouquins aussi. Moi, je lisais très peu de BD, BD, quoi. Il y avait Tintin à la rigueur, peut-être un chouïa d'Astérix, si je dis pas de bêtises, et c'est tout. Mais sinon, j'ai bouffé du Dragon Ball à foison, du Naruto à foison, du GTO, Great Teacher Onizuka, à foison. Euh, et c'est ma culture. Et je suis trop content. Je suis trop content quand même que le manga gagne gratte un petit peu de place dans le champ culturel. Parce que quand même, au-delà du fait que ce soit ma culture, c'est genre ouf les mangas. Et là, je m'adresse à ceux qui m'écoutent et qui ne lisent pas de manga. Bah, je ne vais pas vous forcer à en lire. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes des adultes responsables, voilà. Mais il y a un truc artistiquement, presque techniquement, hein, mais artistiquement, qui est ouf dans les mangas. Les pitchs sont incroyables, c'est-à-dire les prémices des histoires sont fous. Ils ont à chaque fois des points de départ qui sont incroyables, hyper audacieux, hyper originaux. Euh, alors après, ils peuvent se permettre parce que c'est du dessin ou du dessin animé plus tard, et que évidemment en film c'est plus compliqué de faire certains trucs, et que ça coûte moins cher donc de le faire en manga. Mais les pitchs sont incroyables, sont incroyables. Les histoires ensuite, il y a un vrai truc à dire, c'est que les auteurs de manga sont hyper forts. Déjà parce que beaucoup de mangas sont en fait publiés sous une forme feuilletonnée, quoi. Il y a un chapitre qui sort une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, mais les mecs ont un sens de la narration qui est incroyable, qui est incroyable. C'est Plus belle la vie, puissance 1000. Il y a des surprises, il y a des rebondissements, il y a des enjeux de tension sur est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver. Incroyable. Il y a une progression des personnages qui est vraiment intéressante. Généralement dans les shonen à la Naruto, à la Dragon Ball, les personnages deviennent plus puissants et plus matures, mais les univers sont hyper riches. Alors les univers de shonen sont gigantesques parce que généralement c'est des trucs sur un monde entier, sur plusieurs générations, donc c'est des narrations folles à la Harry Potter, à la Seigneur des Anneaux, je sais pas ce que je pourrais vous citer d'autres, à la Star Wars. C'est des trucs aussi complets en termes de narration. Alors après, ça donne souvent les mangas, ça donne de très bons animes, hein, un bon dessin animé. Par contre, ça donne des films catastrophiques, des films, je veux dire, interprétés par des acteurs, quoi. Tous les mangas qui ont été adaptés au cinéma avec des acteurs, c'est une catastrophe. Alors, ça va de Dragon Ball à 20th Century Boys ou je sais pas quoi. C'est une catastrophe. Parce qu'il faut pas le faire. Il faut pas le faire. C'est Nicky Larson, j'en parle même pas. Euh, parce que ça a été créé sous une forme de dessin ou de dessin animé et que donc ils se sont permis des choses qui sonnent faux, en fait, si tu les fais en mode incarné par des vrais gens. Sinon, mis à part ça, les mangas sont exceptionnels. Et je pense que s'ils ont cartonné, c'est qu'ils ont proposé des types d'aventures, des types de personnages, des types d'univers que tout le reste de la pop culture en mode BD ou dessin animé euh, n'arrivait pas à proposer. Et genre, ce qui est mortel, c'est qu'il y a des trucs, mais c'est comme pour la BD, en fait, quand on dit manga, c'est comme la BD, c'est que c'est extrêmement large. Il y a des trucs ados, il y a des trucs pour les nanas, il y a des trucs un peu plus adultes et hyper sombres et tout. Il y a des trucs très psychologiques, il y a des trucs un peu sociétaux. Enfin, c'est genre brillant de richesse, d'originalité et tout. Alors évidemment, tous les mangas ne sont pas bons comme n'importe quel, comme c'est comme si je disais toutes les BD sont bonnes. Bah non, maintenant mon loulou, hein, tu vas t'arrêter tout de suite et tu vas te mettre en PLS. Mais en tout cas, voilà, content pour les mangas, ça fait plaisir. Bravo, bravo Uzumaki Naruto,
bravo Luffy, bravo toute l'équipe. Allez, je voulais vous parler de quoi d'autre. Oh, le cinéma, oui. J'ai fait ma première sortie. On entend ma chaise qui grince, c'est hyper. C'est quoi cette chaise qui. Je sais pas si vous entendez un peu. C'est assez gênant d'avoir une chaise qui grince. Ouais. Le cinéma, j'ai fait ma première sortie au cinéma depuis un petit bout de temps, cette semaine. Et alors, c'était très agréable parce que le film était très agréable, on va en parler dans 2 minutes. Mais alors, là, quand j'y suis allé, je me suis dit, attention, attention les gens qui disent que ouais, le cinéma, ça a quand même rien à voir avec ce qu'on nous propose en SVOD sur Netflix ou Prime ou Disney Plus ou Apple TV ou Salto. Voilà, ce genre de choses. Et bah, faut pas non plus déconner, hein. Oui, le cinéma, l'écran est plus grand, le son est mieux, les sièges sont confortables, il y a du popcorn à 17 €. Mais c'est pas genre non plus le jour et la nuit par rapport au fait de regarder un film sur sa télé, sur son écran, sur ce genre de choses. Alors, c'est sûr qu'il y a un gros écart entre regarder un film au cinéma et regarder un film sur son smartphone. Mais sinon, sur une télé de base, l'expérience, si tu te mets bien et que tu éteins la lumière et que tu mets, si tu veux même un petit casque, bon bah tu peux être plongé dedans, tu vois, si tu as envie. Mais faut pas déconner, hein, faut pas déconner avec le côté le cinéma, c'est exceptionnel. Hein, l'objet cinéma en lui-même, hein, le lieu n'est pas non plus foufou. C'est très bien, moi j'y passe de bons moments, je vais y retourner bien sûr, mais voilà, on va bien se calmer, hein. C'est comme le côté les artistes sont essentiels à la société. Non, les amis, non, non, les artistes sont pas essentiels, les humoristes encore moins. Donc on va bien se calmer. Bah, c'est la même chose pour le cinéma, hein. On va pas essayer de survendre la chose, c'est sympathique, mais c'est pas non plus l'épiphanie. Qu'est-ce que je suis allé voir au cinéma, les amis? Et je crois que c'est la première fois que je vous recommande un film au cours d'un épisode de 168. Alors attention, je vous recommande un film de Babtou Fragile, hein. Vous avez le droit d'aller voir La colère d'un homme avec Jason Statham. Il y a de la bagarre, il y a des balles qui rentrent dans la nuque, il y a ce genre de choses. J'ai bien aimé ce film-là. Vous pouvez vous remater un petit Avengers, hein, avec le gant de Thanos, les gemmes, les pierres de l'infini. Vous pouvez faire tout ça. Par contre, si vous voulez un film avec de la contemplation, avec des sentiments, avec une réflexion sur la société, ce genre de choses, les amis, il faut aller voir Nomadlands de Chloé Zhao. Ça s'écrit Z-H-A-O, mais ça se prononce Zhao, parce que j'ai étudié un tout petit peu le chinois, le mandarin, en fait. Voilà, je tenais à le dire. Oh, voilà, j'étale ma culture, ouais, exactement. Non, Nomadlands, avec Francis McDormand, je crois que c'est ça, j'espère ne pas écorcher son nom. Exceptionnel, le film, exceptionnel, les amis. C'est l'histoire d'une femme qui est en deuil, qui est une nomade aux États-Unis, dans l'Arizona, donc nomade en mode qui vit dans son fourgon, et puis qui de temps en temps croise la route d'autres nomades, hein, des gens qui sont un peu en mode euh, à la marge de la société, qui peuvent plus habiter, soit parce qu'ils n'ont plus les moyens, soit plus l'envie, habiter dans une maison classique de, de banlieue résidentielle pavillonnaire, ce genre de choses, et qui aiment trop la liberté et la contemplation de la nature. Et qui en même temps sont obligés de se taper des boulots de merde du type bosser pour Amazon, euh, récolter des betteraves la nuit, ce genre de choses. Et c'est très paradoxal, c'est très fin comme film. Il n'y a pas de tout est bien, tout est mal, tout est beau, tout est laid. Euh, c'est très fin, c'est très très fin, c'est très très fin. De l'émotion, moi j'ai versé, je vous le dis, hein, j'ai versé une petite larmichette, voire même une très très grosse larmichette sur la fin du film. Mais je vais pas vous spolier. C'est pas spolier le mot, c'est spoiler. À chaque fois, je me trompe bah ouais, mais c'est le i au fait qui pose problème en fait quand on y réfléchit. Je vais pas vous spoiler, mais voilà. À un moment, il y a un moment fort. Il n'y a pas que un moment fort, hein, mais il y en a un qui est particulièrement costaud. Bon bah là j'ai chialé. Après j'ai eu un peu honte de chialer parce que moi j'ai encore une vision à l'ancienne, hein, de ce que doit être un bonhomme. Donc il y a une part de moi qui dit ah tu chiales pédé. Voilà, il y a une part de moi-même qui assimile le fait de pleurer à de la fragilité et à de la féminité. Et donc ce mec-là, je dois lui dire,
laisse-moi pleurer tranquille, s'il te plaît. Va frapper contre un mur en crépi avec ta tête et laisse-moi pleurer face à un très beau film. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah bah oui, bah c'est le dernier sujet, c'est en lien avec le cinéma. C'est en lien avec Nomadlands. Ça m'est venu à la sortie sur la fin de ce film-là. Très beau film. Donc, pas du tout drôle. On est sur un film, un drama, comme on dit chez nous, de l'émotion, ah, voilà, ce genre de choses. Et ben, je me suis dit ça. Je me suis dit, les gens du cinéma, quand même, quand ils font bien leur boulot comme ça, ils ont quand même la possibilité de pouvoir parler de sujets hyper intimes, hyper durs. Donc là, c'est le deuil, la précarité sociale, ce genre de choses. Et ils peuvent le transformer en création artistique. Et ça, c'est l'avantage des gens du cinéma. Les gens du théâtre peuvent le faire aussi, les gens de la sculpture, de la peinture peuvent le faire aussi. Mais les humoristes, bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de faire un sketch sur le deuil, c'est très compliqué. Faire un sketch sur la pauvreté, c'est très 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 compliqué. Les problèmes qu'on rencontre dans sa vie. Bah, à partir du moment où on parle de sujets graves, soit tu fais vraiment un tunnel de sincérité et de solennité, je sais pas si le mot est bon, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de vanne et tu deviens pas drôle. Bah, c'est un peu ce qu'a fait Anna Gatsby avec Nanette, qui est un spectacle qui est fort, quoi, mais qui est pour moi pas un bon spectacle d'humoriste, mais qui est un bon spectacle. Et donc on perd en qualité de rire, quoi. Et puis il y a un truc chez les humoristes quand même où on, on a ce truc-là un peu tous de mettre de la légèreté dans nos vies, dans la vie des gens. Et parfois, ça passe. Bon, alors ça passe par le fait de faire des vannes sur des sujets qui sont un peu lourds. Mais parfois, quand les sujets sont genre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop lourds, ça passe par le fait de pas en parler, quoi. Et moi, il y a des sujets dans ma vie. Et je sais pas comment faire des vannes dessus. Je sais pas quel serait l'angle d'attaque. Comment je peux faire des vannes sur le fait d'avoir un frère alcoolique, comment je peux faire des vannes sur le fait d'avoir des névroses qui vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie parce que mon frère il me mettait des roustes monumentales et que je pense que ça m'a fait un trauma de fils d'up à vie. C'est compliqué, ce genre de choses. Euh, Moi, j'ai pas trouvé la solution. Alors, est-ce que, au fait, là, il n'y a pas de solution? C'est, au fait, il faut juste parler des choses qui te tiennent à cœur et il n'y aura pas de vanne. C'est possible. Après, moi, je- j'ai vraiment à cœur. C'est con, mais j'ai vraiment à cœur de faire mon métier d'humoriste, c'est-à-dire de faire rire les gens, quoi. Et j'ai pas envie de proposer une conférence TED aux gens, même si on va dire que sur 1h10 de spectacle, il y a 1 heure de pure blague, et s'il y avait 10 minutes de trucs graves, solennels, bah déjà, je me serais. Faut vraiment que ça serve le reste du spectacle, quoi, parce que les gens viennent me voir pour rire, quoi, avant tout, quoi. Où ils ils mettent un épisode de deux ou ce que tu veux pour rire, quoi. S'ils veulent écouter des trucs profonds, ils vont voir une conférence TED, ils écoutent la confidence de je sais pas qui sort un livre sur le fait que il a vécu une enfance misérable dans un bidonville, je sais pas quoi. Donc j'ai un peu ce truc-là, quoi. Je sais pas. Je sais pas. Après, c'est peut-être juste une histoire de choix à faire à un moment donné. Je sais pas. Sur ce point-là, je vous cache pas que je suis perdu. J'ai pas d'avis tranché. Je ne sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Si un jour je sais, je vous en reparlerai. Ça, c'est promis. Bon, allez. Il est 18h. Je regarde l'horloge. 18h24. On arrive. Oui, on a fait le boulot, j'ai envie de dire, on a traité des 5 sujets que j'avais envie de traiter. J'espère qu'ils vont vous en pas trop ennuyer, que je vous ai bien tenu compagnie. Je vous dis quoi? Je vous dis à la semaine prochaine, hein. D'ici là, bah, vous vous occupez bien de vous. Vous vous occupez bien d'une ou deux autres personnes max, hein. Pas plus parce qu'après c'est fatigant. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, Bessos!